Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 75e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver malgré ce samedi compliqué et doublement compliqué même pour certains qui ils ont fait des petites folies au rugby. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yann? Ah ouais, en rugby loisir, bah ouais, je me suis fait une double fracture à une phalange et donc du coup, mais samedi c'était sympa parce que à 8 heures je suis arrivé au SES main de chez moi à Aureliance dans mon coin et à 10 heures je savais que c'était cassé et puis vers 16 heures et ben je suis passé une heure à me faire opérer pour le doigt et là tout va bien. T'étais rentré à temps pour regarder le match tranquille à la maison. Parfait, à 19 heures j'étais sorti tranquille, Bon, ça va. j'avais le temps même de récupérer, Bon, tu vois. Hop. les timings ont été bons. Bon, après, tu serais peut-être un peu passé de cette fin de match, mais au moins, t'as pas cassé de téléphone ou la télé cette fois. Non, non, mais de toute façon là j'étais vulnérable. T'étais faible, t'étais pas en position de force. Ouais. Ouais, bon, écoute, ça arrive, hein. Et désolé pour ceux qui attendaient l'épisode ce mercredi matin pour aller au boulot dans la voiture. Mais bon, il y en a un à ma gauche qui préférait regarder le match du PSG hier soir. Monsieur préfère le foot au ballon ovale. En plus, c'était un beau Ouais. match. Pour le coup, j'ai pu le regarder Pour aussi le du coup, coup et c'était pas mal. On s'est bien régalé. Même si bon, le PSG, voilà, on est fan de Mathieu Jalibert, mais on n'est pas non plus fan des équipes qui supportent. ah oui, non, non, c'est pas mon club de Voilà, cœur, hein. on a hâte du match retour quand même. Le titre de cet épisode, la douche avant le bain. Merci à Tombola sur Twitter. Donc la douche froide qu'on s'est pris samedi soir avant le bain. Basse, tu l'avais? Oui, c'est Ouais, bon. ça va. Vu que je sais que tu es un peu vulnérable aussi sur quelques notions d'anglais, je préfère être sûr. On remercie aussi Sophie. Un grand merci Sophie pour ton aide sur la cagnotte Tipeee de la semaine. Ça nous aide évidemment énormément. On fait un coucou à Émile. Est-ce que tu savais Yann qu'on était écouté en Californie? Putain, c'est beau ça. Ouais, à Napa. Donc on salue Émile et son papa qui écoutent la chanson de Captain Lucu à fond les ballons dans la voiture. Ils nous ont envoyé une petite vidéo. On nous écoute aussi à Toulouse. Et j'embrasse Louis qui doit être en train de nous écouter à faire son fractionné. Mais petit message, Louis, tu peux rentrer chez toi et te poser sur le canapé, ouvrir une bière parce que de toute façon, tu ne me battras pas sur le triathlon de Carcan. Et ça vaut aussi pour Chico qui nous écoute de Paris et Polo qui nous écoute d'Amsterdam. Donc les gars, vous pouvez arrêter l'entraînement et vous poser. D'ailleurs, si certains sont au triathlon de Carcan, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà pour cette petite intro. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux, lâcher un like sur YouTube, mettre vos commentaires pour des questions, des suggestions ou des remarques sur ce qu'on peut dire sur l'épisode, de préférence sur YouTube parce que c'est là où c'est le plus important pour l'algorithme et être un petit peu plus visible par d'autres fans de l'UBB qui pourraient découvrir le podcast. Voilà que, une fois que c'est dit, on peut passer au résumé de ce match. Et ce samedi soir à Chaban, l'UBB recevait le MHR dans un gros choc puisque les Bordeaux-Béglés avaient l'occasion de repasser devant leur adversaire du soir en cas de victoire. Et le stade, de nouveau à guichet fermé, évidemment, va avoir droit à un gros combat. Mais il va falloir attendre la 23e minute de jeu pour que le compteur se débloque grâce à une pénalité de Maxime Lucu. Mais 10 minutes plus tard, c'est Mohamed Awas qui va aplatir du bout des doigts sur la ligne de l'embut bordelais avant que Mathieu Jalibert ne lui réponde dans la foulée. Les deux équipes vont finalement rentrer au vestiaire à égalité 10-10 après que Miotti passe lui aussi une pénalité. En second mi-temps, l'UBB va vite prendre les devants grâce de nouveau à Maxime Lucu. Mais après de nombreuses munitions infructueuses, c'est finalement le MHR qui va trouver la faille et prendre l'avantage grâce à un essai de Yacouba Camara avant que Lucu de nouveau ne réduise l'écart et que Miotti ne lui réponde. 16-20 à 10 minutes de la fin, grosse tension dans les travées de Chaban qui pousse bien derrière son équipe et ça va porter ses fruits puisque la pression bordelaise va pousser Montpellier à la faute qui écope de 2 cartons jaunes et qui finit par craquer sur un essai de Maxime Lamotte à la 76e qui permet à son équipe de repasser devant en supériorité numérique, en double même supériorité numérique à quelques minutes de la fin du match. Mais l'impensable se produit et Bordeaux se met à la faute par 2 fois par Woki d'abord,
puis Poirot qui lui écope d'un carton orange et Miotti ne se prive pas pour donner la victoire au Zérolté. Score final 21-23, défaite donc bordelot-béglaise. Point de bonus défensif comme maigre consolation, mais comme toutes les défaites, on va déjà regarder les points positifs. Et pour commencer les points positifs, avant de commencer, petit mot sur le MH Ariane. Mais c'est moche, mais par contre c'est super bien organisé, hyper efficace. Ils ont fait un match, alors pas forcément parfait pour gagner à l'extérieur, mais au moins ils sont restés dans le match tout le long, ils ont cru et ils étaient à une pénalité de gagner, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai qu'ils ont été extrêmement impressionnants, notamment sur les phases de combat, donc que ce soit une très très grosse défense, ils ont été extrêmement agressifs. On retrouve un peu le Montpellier aussi, qui avait été champion de France. Ça fait maintenant un peu de temps, c'était 2021 ou 2022, enfin je sais plus, quand ils avaient gagné la finale contre Castres, où ils nous avaient vraiment bien pris, notamment au centre du terrain, avec des montées très agressives, etc. Donc ils ont été très très forts en défense. En touche, je pense que là c'est vraiment le match, ils le gagnent là-dessus, avec des super joueurs. J'ai beaucoup adoré que Verhaeghe, Camara, qui ont fait vraiment un énorme travail, et tous en fait, parce qu'il y a les sauteurs qui sont très bons, mais les lifters aussi. C'est-à-dire que tu as l'impression que leur zone était quasiment intouchable quand eux ils lançaient la touche, et quand nous on sautait, il fallait faire des lancers parfaits, sinon en fait leur bloc saut était super bien monté. Donc vraiment, ouais, chapeau, leur conquête a été solide, grosse défense. Bon, après voilà, c'est pas très beau, quoi. Il y a eu beaucoup de jeux au pied. Ils ont été quand même très efficaces puisqu'ils rentrent très peu dans les 22 et ça marque assez rapidement. Mais bon, ça franchit peu de fois. Je crois qu'ils ont franchi 2 fois contre nous. Il y a peu de lancements de jeu, mais ça marche. Mais ça marche, et c'est une équipe qu'il va falloir se coltiner, notamment en phase finale, parce que c'est des équipes qui sont dures à manœuvrer, et on l'a vu. Enfin, il y a pas si longtemps, La Rochelle faisait ça aussi, et ils ont été 2 fois champions d'Europe et ils sont pas loin de faire le doublé si ce Tony fait pas une dinguerie sur un tamac. Mais ouais, donc très équipe très très solide. Ouais, mais c'était un gros gros combat. 2022, hein, le titre Ok. contre Castres. D'ailleurs, nous on perdait contre Castres en demi. Non, non, c'est Castres qui élimine Toulouse en demi, et nous on perd C'était contre Montpellier. Montpellier, où on n'est pas loin, hein. Enfin, on est maintenu dans le match parce qu'il y a Jalibert. Ouais. C'est des choses Ouais, qu'il fait, voilà. ouais, effectivement. Mais pour en avoir rapidement discuté avec MHR Actu sur Twitter, là, effectivement, c'était un gros match de combat à la muerte où c'était moche, c'était pénible même. 27 minutes de temps de jeu, enfin, devant la télé sur WhatsApp, on se disait le match, que tu le gagnes ou que tu perdes, en tout cas, tu prends pas beaucoup de plaisir à le regarder. En tout cas, ça devait vraiment ferrailler sur le terrain. Mais dans l'ensemble, cette saison, Montpellier développe quand même un peu plus de jeu que ce qu'ils ont montré à Chaban ce samedi soir. Là, ils sont vraiment venus pour faire un coup, et avec une stratégie bien établie, comme tu le disais. Ça a fonctionné. Alors, ça a failli ne pas fonctionner, mais ça a fonctionné. Ils ont fait le match un peu parfait à l'extérieur. Effectivement, si on doit les affronter en phase finale, que ce soit en barrage, en demi ou en finale, ça va être un gros gros combat. De toute façon, là, on voit que le top 14, contrairement un petit peu à l'année passée où tu avais vraiment deux équipes au-dessus, je trouve. Là, cette saison, avec la défaite en plus de Toulouse à Clermont, enfin à Toulouse, mais contre Clermont, c'est vrai que tu as 5-6 équipes où tu te dis, bah, en fait, c'est très très serré en termes de niveau de jeu. Quand je dis 5-6 équipes, bah, tu as Toulouse, tu as Bordeaux, tu as Pau, Stade français, Montpellier. C'est Ouais, ouais. assez dense. Après, l'année dernière, c'était un peu pareil, hein. Toulouse, mine de rien, c'est en fait le problème de Toulouse là, c'est qu'ils sont en roue libre, quoi, parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc il y a aucun enjeu, donc aucun combat. Pour eux, c'est un peu des matchs de préparation. Et l'année dernière, c'était pareil. On se rappelle jusqu'à la finale, c'est pas non plus un truc flamboyant avant que tous les mecs se réveillent pour la finale, contre nous Ouais. d'ailleurs. Mais voilà. Et puis tu avais des équipes. Toulon aussi avait été quand même sacrément solide. Leur seul souci, c'est qu'ils ont énormément enchaîné, et ils sont arrivés assez un peu plus fatigués. Et puis après, c'est vrai que nous, sur les matchs couperés, quand on est au complet, pour le coup, je pense on a encore un peu de marge sur ces équipes. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein, mais je le pense sincèrement.
Et Toulouse, c'est vrai que c'est vraiment des moments très compliqués. Enfin, je sais pas comment ils font pour gérer. En fait, ils ont plus aucun match en jeu, quoi. En fait, c'est juste attendre la demi-finale, Ouais, c'est ça. qui est dans 5 ou 6 semaines, Du quoi. coup, oui, on voit un peu sur Twitter Thibaut, etc., qui s'inquiète un petit peu, mais c'est vrai que là, c'est de la gestion de temps de jeu, rester dans le rythme. T'as pas grand-chose à jouer. En plus, en face, t'as Clermont qui a clairement le couteau entre les dents et qui fait une remontada alors qu'il perdait 21-0. Mais c'est vrai que... Mais tu vois, ce match-là, donc je reviens juste sur l'UBB MHR, ça fait quand même beaucoup penser au match contre La Rochelle l'an dernier avant la demi contre Toulouse, même si là, on était quand même bien plus proche de la victoire. Ouais, L'an dernier, contre La Rochelle, on avait vraiment la sensation qu'on avait déjà la tête tournée à la demi. Là, c'est plus une sensation de le combat a été énorme, grosse équipe en face, que ce match, tu dois le prendre, mais que tu fais des erreurs vraiment bêtes qui te coûtent la victoire. Plus que vraiment une décompensation, décompression, on l'appelle ça quand on veut, mentale. Là, on sentait quand même que les joueurs, ils étaient dedans, quoi. exactement. Et c'est une grosse différence avec La Rochelle où on s'était effondré. Après, je pense quand même qu'il nous manque encore tu vois, le 5-10% mentalement parce qu'on a quand même subi quelques collisions qu'on n'a pas subi à Toulouse parce qu'on avait le curseur un peu plus haut en termes de violence. Et certains autres joueurs, tu vois, c'est pas forcément une critique, hein, mais tu vois, par exemple, Mathieu n'était pas dans le même engagement. Alors après, il revenait, hein, mais que contre Toulouse, par exemple. Mais ce qui est logique, en fait, inconsciemment, enfin, je sais pas comment ça marche, hein, mais forcément, on n'avait pas le même curseur d'agressivité que Montpellier. En tout cas, Montpellier avait plus envie d'avancer, plus envie de nous faire mal. Mais même avec ça, je trouve qu'on a quand même été sérieux globalement sur le match. Et forcément, si on fait pas cette merde à la fin, à 15 contre 13, ce match, on doit repartir avec 3 points de plus, Ouais, quoi. c'est déjà un point positif, c'est le sérieux qu'on a mis, l'engagement qu'on a mis, le fait que finalement, en fait, ce match traquenard, tu dois le gagner, tu es en position de le gagner, tu l'as gagné à 4 minutes près, et du coup, tu fais ces erreurs. On reviendra là-dessus sur plutôt les points négatifs. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'activité de notre paire de centre. Yoram Moefana, on l'avait quitté un peu, c'était contre Toulouse. Toulouse, oui, première mi-temps Kata. Là, il fait des franchissements en veux-tu, en voilà. Alors, il a manqué un peu cette connexion avec Damien ou avec, en tout cas, ses partenaires pour aller vraiment faire une différence qui amène derrière à une situation très dangereuse. Mais là, sur ce match, il a été impérial et ultra tranchant. Et quand je dis la paire de centre, c'est que j'ai trouvé aussi que Damien Penaud avait aussi une grosse activité, beaucoup de différences. Il avance à l'impact. Et pour le coup, c'est vraiment une satisfaction sur ce match. Mais effectivement, de toute façon, les Montpelliérains ont fait, comme je l'avais dit, une défense agressive en montant très très fort sur Mathieu et le centre du terrain, donc il fallait forcément gagner ces duels. Et effectivement, Yoram, vraiment un très très gros match. Je crois qu'il franchit 2 ou 3 fois, tu l'as dit, 5 défenseurs battus. Enfin voilà, il a été vraiment extrêmement intéressant. Il a essayé de faire jouer aussi beaucoup de passes après contact. D'ailleurs, dommage, à un moment, il franchit plein axe. Sur ce lancement de jeu que j'aime bien parce que en fait c'est un lancement de jeu où il y a plusieurs ouvertures et à chaque fois normalement on va chercher Mathieu Jalibert en dos et à chaque fois il se fait coffrer par le neuf. Même en équipe de France ce lancement de jeu il est fait et à chaque fois on se fait ça et depuis quelques matchs on fait une adaptation où Yoram euh, a le choix soit de le libérer en dos au dernier moment, soit de le garder. Donc ça va permettre un peu aux défenses de laisser tranquille Mathieu sur ce lancement de jeu parce que parfois tu peux aller chercher la zone 3 qui est intéressante. Et c'est vrai que là, après, il loupe sa passe. Il commence déjà à armer son raffut alors qu'il y a Penaud qui est juste à droite. Je pense que s'il arrive à le servir, tu peux mettre cet essai. Mais effectivement, la paire de centre a été très intéressante. Il faut qu'ils arrivent maintenant à plus se trouver parce que ça peut faire des dégâts monstrueux. Mais en tout cas, on est content de voir Yoram. Bon, on n'était pas très inquiet, hein. De toute façon, il a fait une mi-temps. Je pense que c'est la pire mi-temps de sa carrière contre Toulouse, quoi. Enfin, il y avait rien qui passait. Bon, il y avait l'Écosse aussi. Rien. Ouais, mais Non, alors mais l'Écosse, c'était beaucoup des plaquages oui, loupés, oui. etc. Mais
Mais là, c'était les Oui, mains, les quoi. mains, Les les mains. en avant. Oui, non, mais il a retrouvé confiance et du coup, c'est quand même de bon augure pour le match de dimanche. Ouais, Euh, surtout qu'il y a du solide en Ouais. face. Un que j'ai bien aimé aussi, en tout cas sur sa première mi-temps, c'est Big Ben qui a été encore très très impactant. Il fait un plaquage offensif, alors je sais plus sur qui, mais il le retourne et il fait un plaquage un peu à Les deux. deux, ouais. Avec Il Barlow, fait ouais. un grattage. Sur- Non, vraiment, il a fait une bonne partie. Il y a juste, il me semble, c'était en deuxième mi-temps où il fait un déblayage où Oui, il va ouais, trop il loin. finit clairement sur la plaine des sports de l'Escure et il était sur le terrain de paddle à faire un paddle avec Nance Ducoin et Boris Dio. Enfin, c'était vraiment, il va beaucoup trop loin et tu vois, il fait un peu l'air surpris auprès de l'arbitre. Mais bon, là pour le coup, même en Champions Cup, je pense que ça siffle quoi. Non, mais oui, oui, effectivement, là, c'est vrai qu'il était un peu au-delà du ruck. Bon. Après, c'est vrai, Big Ben, de toute façon, il fait un super match. En plus, pour le coup, à la différence de Sadi, qui s'est un peu trompé sur ses liaisons, il se fait pas trop pénaliser en mêlée, donc on était plutôt bien. Et après, dans le jeu, bon, il est toujours impressionnant. On avait un peu peur, enfin, moi, j'ai un peu tremblé quand je l'ai vu 2 fois au sol avec son épaule, là, parce que bon, euh, on a déjà des mauvaises nouvelles qui vont arriver forcément au pilier, donc il faut vraiment qu'on ait nos deux, Carlou et Big Ben, parce que c'est vraiment un joueur qui est spécial, et surtout quand il rentre. Moi, alors là, il fait un très bon match en étant titulaire, hein, mais vraiment, je le préfère quand il est en impact player, parce que sur des défenses fatiguées, il gagne systématiquement ses duels, et puis c'est un joueur qui gratte énormément de ballons. Donc ouais, très content. Et c'est sur Ngandebe où il plaque à deux le 9 qui a envoyé l'abattoir quand même, le pauvre ailier. En plus, Ngandebe, je crois qu'il doit faire, enfin c'est un joueur qui fait un 75, il doit faire 80 kilos. Il s'est tapé quand même entre Big Ben et Barlow plus de 200 kilos quoi. Enfin 200 et quelques. 230, 240, Ouais, tu peux 250 même. monter, ouais. Oh, ouais, 250, ouais, je pense. Donc ouais, donc ça a dû un peu secouer. Mais bon, c'était vraiment un match plein de sa part. De toute façon, globalement, enfin, après il y a quand même pas mal de points positifs parce que mine de rien, on a eu une organisation qui était cohérente. C'est vrai qu'on a failli sur des domaines bien spécifiques qui nous ont plombés, mais notre défense, je trouve, qui était plutôt bonne. C'est-à-dire qu'on a été très peu franchis. Ils ont trouvé zéro solution. On n'a peut-être pas fait la même guerre des rucks qu'on fait d'habitude, mais on a quand même été présent dans ce combat-là. J'ai bien aimé aussi, pour une fois, et là c'est important, c'est la réception des renvois. Finalement, je trouve qu'on les a bien sécurisés, contrairement à Montpellier, hein, d'ailleurs, qui a été en grande difficulté sur ça, puisqu'ils en attrapaient pas un, et à chaque fois on récupérait, et ça te permet de te remettre de l'avant. Et pour le coup, nous, la plupart, alors après c'est la gestion offensive après ces réceptions de renvoi qui peut être discutée. Est-ce qu'il fallait faire des box kicks sur Louis qui avait un peu de mal à attraper les ballons ou plutôt faire une grande occupation ou même laisser dans le terrain sur Vunipola qui était un des joueurs qui avançait le plus, notamment ballon en main. Mais en tout cas, on a su sécuriser ces ballons, que ce soit avec Cameron, Adam Coleman, après il y a eu Bastien Vientayfer, même Yoram a récupéré un ou deux ballons. Donc ça c'est quand même plutôt rassurant parce que c'est quelque chose qui peut te flinguer, surtout qu'on va jouer basse ou probablement, si c'est le basse de ces dernières semaines, on aura énormément de points. Et donc forcément, on aura énormément de renvois. Et donc, il faudra pas les laisser dans le match, comme on a fait avec Toulouse quand on marque cet essai et après on leur donne directement 7 points avec cette erreur grossière, quoi. Donc ça va être extrêmement important et je trouve que là, on l'a plutôt bien fait. Ouais, non, c'était un vrai bon point. Effectivement, là-dessus, on était au-dessus de Montpellier. Moi, je voulais souligner d'autres avants. J'avais Marco Gazzotti, énorme activité. Ouais. Franchement, là, Alors, il a enchaîné, je crois que c'est peut-être son quatrième match consécutif titulaire, mais après, il a manqué aussi une bonne partie de la saison pour blessure. Donc là, il est plein badin. Il y a juste le petit bémol, c'est il se fait pénaliser un peu bêtement juste avant la mi-temps et du coup, ça permet à Montpellier d'inscrire 3 points. Mais sinon, vraiment un match énorme de sa part. Et quand tu te dis que tu as Marco titulaire 8 et qu'ensuite tu as Temo Mathieu qui rentre, c'est quand même un gros luxe. Ouais, et puis Temo Miatou, c'est sympa aussi. Enfin, ça fait que ce soit Toulouse ou et sur ce match-là, c'est plutôt intéressant. Mathieu qui rentre, c'est un vrai impact player. Donc, ouais, peut-être encore une stratégie. Pour finir bien les fins de match, parce qu'on sait que autant en top 14, ça se voit moins, ça se verra mieux l'année prochaine, puisqu'on n'aura plus ces 12 changements.
Mais en Champions Cup, effectivement, finir avec des cannes et des mecs qui arrivent à avancer sur des défenses fatiguées qui peuvent pas renouveler, c'est plutôt intéressant. Et ça permet en plus d'utiliser plein de fois Mathieu sans le surutiliser entre guillemets en termes de minutes. Juste petite parenthèse, tu mentionnais le changement qu'il va y avoir au niveau des règles. Aujourd'hui, cette saison et depuis plusieurs saisons, il y a une vraie différence entre la Champions Cup et le Top 14, c'est le nombre de remplacements que tu peux faire. Tu as dans les deux cas 8 remplaçants sur ta feuille de match, mais en Top 14, tu peux faire 12 remplacements. Donc tu peux faire re-rentrer des joueurs qui sont sortis. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait discuté avec Yannick Bru, qui disait qu'il ne met pas trop cette règle en top 14, qu'il préférait la version Champions Cup, où tu as 8 remplaçants et seulement 8 remplacements. Donc tu peux faire rentrer qu'une seule fois un joueur, et un joueur qui est sorti ne peut plus re-rentrer. Même en cas de blessure, il me semble. Je crois qu'il y a, de mémoire, il y a juste peut-être une règle adaptée avec la première ligne, mais à voir. Ouais, ou les protocoles Ou convention tu vois, peut-être. ouais, peut-être. Il y a dans ces données-là où peut-être que tu as la possibilité. Mais effectivement, t'as pas le droit de faire Ouais, sortir un c'est mec. à la marge. Et du coup, la Ouais, LNR veut réinstaurer du coup cette règle de 8 remplacements pour la saison prochaine, parce que en gros, le bénéfice de ces 12 remplacements est nul. C'est-à-dire qu'à la base, c'était plutôt pour faire reposer un peu plus les joueurs. Mais finalement, en fait, ils jouent tout autant. Il faudrait peut-être avoir plus de remplaçants que de remplacements. Et en fait, ça fait perdre surtout beaucoup de temps. Le top 14, à la deuxième mi-temps, je crois que c'est Mathieu Rénal qui le dit, à la deuxième mi-temps les plus longues au monde. Donc en fait, ça fait baisser le temps de jeu effectif, et du coup, ça nuit un peu au jeu sans avoir un vrai bénéfice sur la qualité du jeu ou la protection des joueurs et de leur état physique. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Normalement, la saison prochaine, on n'aura que 8 remplacements. Autre point positif, parce que là, on va quand même passer un petit moment sur des points positifs, hein, parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses. Moi, j'ai bien aimé le retour de Romain Buros. Il me rassure notamment sur la couverture. Il n'a pas été flamboyant, mais ballon haut, couverture, il a bien quadrillé son fond de terrain. effectivement. En fait, surtout quand tu te fais arroser comme ça, parce que là, on s'est fait quand même beaucoup arroser, hein, mine de rien. Et ben en fait, ça te rassure. En fait, tu le vois pas forcément, mais tu l'aurais vu si s'il était pas là, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça tout l'importance d'un Romain Buros, c'est que ouais, ton fond de terrain, et ben tu sais que il va être très bien cadré, que tu vas pas avoir de mec qui est mal placé. En plus, il replace, je pense aussi les mecs, donc c'est un bon retour parce que c'est un joueur qui parfois a du mal il est un peu diesel, un peu comme Boniface. Il a besoin parfois d'enchaîner plusieurs matchs pour revenir ou Falatea ou pour revenir à son niveau, mais là je l'ai trouvé très bien. Alors c'est peut-être parce que c'est une blessure articulaire et pas musculaire, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, il a été bien préparé et ça va être intéressant, et ça va être une option aussi pour pareil pour cette demi-finale, hein, parce que à vrai dire, je sais pas à quoi m'attendre, quel style de basse on va avoir, donc forcément, on aura peut-être besoin d'un Romain Buros si on prend des quilles, quoi. Bain chaud, bain froid, bain à bulles, on sait pas trop. Mais on en reparlera juste après. Autre joueur, moi, j'ai bien aimé. Après, je peux te laisser aussi faire tes joueurs, mais Tian Jacobs. Alors, il a joué malheureusement que 10 minutes. Il te met un espèce de gros pousson sur, alors je sais plus, le joueur de Montpellier là, quand il rentre un peu après le coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, ouais, Mais derrière, il te fait une grosse percée. Je crois que c'est d'ailleurs sur cette percée qui se c'est blesse. ça. Tian Jacobs, vraiment, ça fait partie des révélations de cette saison. Révélation ou confirmation, mais vraiment, moi je ne m'attendais pas à le voir autant jouer et à autant performer. Il est super précieux. Et quand tu parlais du banc avec Matthew, avec du Big Ben, quand tu as aussi Tian Jacobs qui débarque, c'est très très pénible, et physiquement, il laisse une grosse empreinte sur l'adversaire. Ouais, c'est ça. En fait, lui, il a vraiment une très belle évolution. En plus, il faut se le rappeler, hein, c'est un jeune joueur, hein, il a 21 ans ou 22 ans, mais en tout cas, c'est un tout jeune. Et c'est vrai que lui, il a une évolution qui est quand même incroyable. Physiquement, ça commence à devenir un gros porteur, donc tu peux te permettre de le faire jouer 6 ou seconde ligne, parce que en fait, c'est un joueur qui va te dominer ces collisions-là.
Et là, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire qu'il va me péter dans la tronche d'un Montpellierin. Il arrive à décaler le point d'impact et après il avance. Malheureusement, alors je sais pas si c'est le genou ou la cheville qui reste coincé. Bon, j'ai aucun retour sur cette blessure. J'espère que c'est une simple entorse ou quelque chose comme ça et que on n'est pas encore sur une très très mauvaise nouvelle. Mais c'est vrai que c'est vraiment un joueur qui est extrêmement impactant. Tu vois, on voit pas l'absence de. Normalement, on devait avoir Caso, hein, qui est quand même notre gros porteur impactant, qui était même titulaire lors des matchs les plus importants, donc la finale de Champions Cup de top 14, les gros matchs, c'était Caso le leader. Caso est blessé, et là, t'as Jacobs qui arrive en impact player. Et C'est pas lui quand même. vraiment. Ah, pas lui, il est titu, Ouais. ouais, effectivement. Ouais. Bon, oui, Mais tu vois, il fait quand même bien le taf pour combler t'as l'absence. deux joueurs, enfin heureusement quoi. Donc ça montre un peu la progression de ce groupe, mine de rien, parce que tu perds quand même t'as des joueurs clés qui sont pas là, t'as des recrues clés qui sont pas là, et on arrive encore à avoir une équipe qui est extrêmement compétitive, quoi. Ouais, et juste pour finir sur sa blessure, alors nous on enregistre là mercredi midi, à la pause de déjeuner. On n'a pas encore de nouvelles de la durée de sa blessure. Bah, je pense qu'on en aura point sud-ouest du mercredi Ouais, soir, voire point infirmerie du club de vendredi. En tout cas, il est sorti épaulé par les soigneurs. Il a fait un petit pouce au public en sortant, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas bien. En tout cas, on espère que c'est rien de grave pour Jacobs, parce qu'on en a besoin. Il fait beaucoup de bien à l'équipe et que on n'a pas envie qu'il freine non plus sa progression. Est-ce que tu as d'autres points positifs, toi? non, non, ça c'est bon. Ok. Moi, je veux juste faire un petit mot sur Maxime Lucu quand même, qui a fait un gros match. Vas-y. Enfin, après, on se répète de semaine en semaine, il n'a pas fait un match forcément plus ou moins abouti que les dernières prestations, mais il reste en fait dans des standards ultra hauts. Son jeu OP, notamment sur les renvois, est excellent. En défense, il se donne. Enfin, pour le coup, je tenais quand même à le mentionner, même si on le mentionne toutes les semaines, parce que il est encore ultra présent et il fait beaucoup de bien, que ce soit dans le leadership, dans l'énergie qui transmet à ses coéquipiers et au public. Au pied, il manque la dernière transformation, mais Ouais. finalement, c'est peut-être aussi la plus dure qu'il avait à taper. Et en soi, que tu perdes ce match ou que tu fasses match nul, ça te change pas grand-chose non plus. Donc non, vraiment le leader et encore un gros match. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, enfin, on voit qu'il travaille énormément sur les défauts qu'il avait, ou en tout cas ses non-points forts, qui étaient notamment le fait de porter le ballon. C'est pas un simple distributeur, il arrive de plus en plus à porter le ballon et amener un peu du danger autour des rucks, et le premier essai vient de là. Ouais, Voilà, il surprend tout le monde en récupérant le ballon et en allant chercher, et puis après il retrouve Gazzotti qui avance qui est trois mecs sur le rab, ouais. il avance. Mais ouais, effectivement, c'est là où c'est extrêmement intéressant avec ce joueur, c'est que en fait c'est un énorme travailleur enfin c'est un gros talent, hein, mais c'est un énorme travailleur, et il arrive à travailler ses points faibles, et maintenant il commence à être intéressant euh, pour porter le ballon, parce que forcément on le voit distribuer, c'est un très grand distributeur, et c'est vrai que nous notre jeu c'est le 10 qui le possède, mais ça amène de l'incertitude, un 9 qui porte les ballons, surtout quand le 10 est un peu pris en chasse. Ouais, exactement. Haute mention Adam Coleman, rapidement, gros combat. Ça se voit pas forcément, mais il a fait quand même le taf parce qu'en face il y avait du client. Voilà, après, moi j'ai trouvé le match dans l'ensemble positif parce que tu arrives à te le gagner avant de le perdre. Et ça, on va en parler tout de suite dans les points négatifs. Alors, pour commencer, les points négatifs. Par où on commence? Vas-y Yann, je te laisse la main. Non, mais de toute façon, il y a eu deux points noirs dans ce match, et le premier, voilà, c'est pas lui qui nous coûte, enfin, il nous coûte un peu le match quand même. C'est la touche, où on a quand même été déréglé, alors que on avait du Beauchaton, du Woki, du Coleman, du Palu, donc forcément, on avait quand même toutes nos armes, que ce soit des bloxos, lifters, etc. Et le problème, c'est qu'on a perdu beaucoup trop de touches, quoi. Je crois qu'on est à 75% de réussite aux touches. On n'a pas tellement réussi à contrer le ballon. En tout cas, j'ai pas souvenir qu'on les a embêtés sur ce point-là. Ce qui est quand même un très gros échec. Alors je sais pas si alors ça va être un tout, hein,
Je pense qu'il y a eu un très gros bloc des Montpelliérains qui nous ont bien lus, et je pense que nos annonces étaient entre guillemets un peu trop faciles et un peu trop lisibles, ce qui a fait que on s'est fait complètement prendre sur un domaine où quand on est au complet, généralement on est quand même extrêmement costaud. Donc là, c'est un peu une grosse déception parce que je pense que ça nous a coûté énormément de ballons d'attaque et de lancement. Parce que même si parfois on a eu des touches, elles n'étaient pas forcément propres, etc. Donc ouais, ça a été un gros problème parce que ça nous a privé de munitions. Et Montpellier avait bien ciblé ça parce que forcément la touche, c'est un secteur où on fait des très beaux lancements. Donc ils nous ont bien embêté là-dessus et après ils nous ont embêté aussi sur les rucks. Mais ça, c'est vraiment pour moi, le gros échec collectif de ce match-là, c'est cette Même touche. si, quand tu regardes les statistiques, on est à 12 sur 16 en touche, on est à 75%. Après, effectivement, ça reflète pas un peu le côté, comme tu disais, où il nous gêne et du coup, on n'a pas des lancements propres derrière. Enfin, en tout cas, en termes de stats, c'est pas si horrible. Eux, en face, par contre, ils sont à 14 sur 15, donc 93%. Effectivement, ça montre aussi qu'en contre, on n'a pas été suffisamment présent. Peut-être qu'on aurait pu essayer de les gêner un peu plus. D'ailleurs, on craignait un peu ce contre à Montpellier, hein. Ça s'est vu notamment sur, j'ai en mémoire, deux touches de Barlow où il vise, enfin où il n'y a pas de saut et en fait il vise le Ouais, c'est premier ça. réceptionneur et du coup on essaye un peu de les filouter comme ça, mais parce qu'on les craint aussi beaucoup. C'est vrai que ça a été un peu défaillant et que ça nous a coûté, notamment en deuxième mi-temps, un ou deux ballons où on aurait pu scorer derrière. Mais c'est quand même une grosse force de Montpellier, ce contre en touche. Un peu comme nous, hein, sauf que nous, j'ai l'impression on n'a pas su les mettre en difficulté sur ce secteur-là. Eux, en face, Vera, Camara, etc., ils ont beaucoup plus été euh, perturbants. J'ai notamment en tête une touche contrée de Camara où il peut la saisir des deux mains sans conteste bordelais, alors que c'était une touche bordelaise. Ils ont un peu aspiré l'âme de nos talons, quoi. Ouais, carrément. Non, mais non, c'était vraiment une grosse faillite. Et comme tu le dis, oui, quand tu regardes les stats au global, t'as l'impression qu'on a réussi plein de touches, mais en fait, t'as des touches où tu peux pas lancer le jeu, quoi. Ou très difficilement. C'est-à-dire qu'en plus, quand t'es en premier bloc et que tu dois, parce que forcément, dans des zones, suivant la zone où tu vas attaquer, c'est plus intéressant de faire une touche de fond, parce que forcément le ballon il arrive plus vite sur les 15 mètres, et après tu as moins de distance pour aller chercher ces zones 3. Donc si tu fais premier bloc, le ballon tombe, t'as Lucu qui doit faire une grande passe à Mathieu, Mathieu qui doit réceptionner cette grande passe, qui doit faire une passe, enfin voilà. Et donc en fait on perd énormément de temps, et ce temps, ça permet à la défense de monter et forcément nous mettre la pression. Donc ouais, on a été vraiment gênés et on n'a pas su trouver de solution. Ça, c'est peut-être un peu le plus embêtant. Et c'est pas forcément une question de lancer. Là, c'est vraiment, je pense, les annonces, on a été extrêmement bien lues et donc on pouvait sauter que en quasiment zone 1, parce que zone 2, 2,5, 3, on était tout de suite contré, quoi. Ensuite, tu as d'autres points. Euh, ben, euh, Autre problématique, c'est la discipline. Forcément, on prend 12 pénalités. Donc c'est beaucoup trop et surtout c'est la discipline et cette fin de match quoi. C'est que je comprends pas Attends, les avant d'arriver à cette fin de ouais, match, parce que du OK. coup, on va faire ça En fait, peut-être c'est la un peu. conclusion de la Ouais, voilà. discipline. On va peut-être parler un peu du match dans son ensemble. Ouais, bon, ben alors, alors du coup, tu m'as coupé. Non, après si offensivement, c'est la belle défense montpelliéraine, mais tu vois, tu franchis 6 fois et je pense que tu peux te récompenser plus facilement. Mais je pense qu'on a manqué énormément d'efficacité. Je sais pas le nombre de points par entrée dans les 22, mais elle doit pas être très bonne. Je trouve, tu vois, on s'est parfois trop précipité. J'ai en mémoire ce Mathieu qui fait ce coup de pied à Woki et Woki qui fait cette claquette un peu bizarre. La percée de Yoram Moefana qui ne retrouve pas Damien Penaud. Pareil, à un moment, on est dans l'avancée avec Coleman et après, on n'arrive pas à transformer le reste. Ouais, voilà, je trouve on a un peu, on a été vite contré et on n'a pas su trouver les solutions pour contourner cette défense et je trouve on manque quelques occasions qui auraient pu en fait nous distancer Montpellier et donc forcément après forcer à Montpellier à prendre plus de risques parce qu'en fait là, ce qui était parfait pour Montpellier c'est que globalement ils avaient pas besoin de faire plus
pour rester au score et avoir l'opportunité en fait de nous prendre. Et ça, c'est un peu dommage. Forcément, c'est le genre d'équipe, il faut arriver à prendre le score le plus rapidement possible pour contrôler ce match. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive pas à déterminer quelle était la stratégie du staff en fait, parce que je trouve j'ai pas eu une bonne lecture de savoir ce que nous on voulait faire. Tu vois, Bru est un peu déçu disait c'était pas notre jeu parce qu'on a fait 27 minutes de temps de jeu effectif, mais tu vois, finalement on n'arrivait pas à imprégner beaucoup de séquences. Dans nos 40, on envoyait systématiquement des coups de petite pression. Pareil, dans nos 22, on faisait que des box kicks, donc en fait on restait à chaque fois dans notre camp. Bon, normalement on est censé pouvoir les récupérer parce qu'ils s'étaient bien tapés, mais Louis a pas eu forcément l'efficacité pour les récupérer. Donc je sais pas quelle stratégie on a adopté. C'était difficilement lisible. Ce que je sais, c'est on a pas trop réussi à mettre notre jeu en place, que ce soit l'occupation ou même la possession. Et on a été contré, quoi. Même si, on a quand même réussi à trouver quelques solutions puisque on avait ce match dans les mains. Ouais, non, mais je te rejoins sur sur les coups de pied. Moi, à un moment, je comprenais pas trop. On faisait des box kicks, et on visait Louis principalement. Et Louis gagnait pas ses duels. Alors, l'adversaire les gagnait pas forcément non plus. Et du coup, ça faisait un peu un ballon 50-50. Mais on n'était pas dominant dans ce secteur de jeu-là. Et je trouvais qu'on en abusait un petit peu. Là où, sur les coups de pied de dégagement de Maxime Lucu, là, on gagnait beaucoup de mètres, voire même quand on cherchait pas la touche, on pouvait les mettre en difficulté. Je crois que c'est sur un coup de pied de Maxime Lucu où il trouve un peu de la profondeur et il surprend un peu Banks, où derrière, on a LBB et Damien Penaud ensuite qui arrivent à mettre de la pression sur Banks, qui s'en sort et qui arrive jusqu'à ses 40 mètres. Mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé ce jeu de pied-là. Si en plus tu rajoutes une touche non trouvée de Jalib en première mi-temps, son jeu au pied pour Cameron Wauquiez aussi, où on n'a peut-être pas été assez patient et peut-être qu'on se débarrasse un peu trop vite du ballon alors qu'il n'y avait pas d'avantage non plus. C'est vrai que c'est la stratégie. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Baptiste Poux qui en parle sur Ici Gironde dans 100% UBB dans l'émission de lundi. Ils sont un peu déçus de la stratégie ils ont pas identifié les bons axes pour mettre en difficulté cette équipe de Montpellier. Mais dans l'ensemble, comme tu dis, on a finalement réussi à trouver des axes et derrière, on va pouvoir parler un petit peu de cette discipline. Mais avant de parler de la discipline, juste moi un petit mot sur l'arbitre. Alors apparemment au stade, beaucoup de frustration, beaucoup de personnes ne comprenaient pas les décisions, etc. Mais devant la télé, quand tu regardes le match froidement, il n'y a pas de décision qui te fait hurler. Surtout qu'en Non. plus, à chaque fois à la télé, en plus, tu entends les explications et tu te dis, bah ok, c'est rationnel, c'est expliqué, c'est un choix. Vraiment, quand vous parlez sur les réseaux sociaux, arrêtez de parler de l'arbitrage pour analyser un match parce que, en fait, c'est juste ridicule et en fait tu comprends vite que quand tu dis on a perdu à cause de l'arbitre parce que l'arbitre est partial, parce qu'il est contre Bordeaux, on dérange, machin. En fait, juste arrêtez. Si c'est votre seule analyse du match, ça sert à rien en fait. Parce que quand tu le regardes le match, moi il y a peut-être une décision où je me dis ouais, il aurait pu siffler. Et encore, tu vois, j'ai pas mon maître, on n'a pas la vue d'ensemble. C'est quand Jalib joue vite une pénalité. Et j'ai l'impression que le joueur montpelliérain qui le plaque n'est pas à 10 mètres. Mais c'est une impression, on le voit pas bien sur l'action. Et en plus, ça coûte rien parce que derrière, c'est le coup de pied dont je parlais de Lucu qui met en difficulté Banks. Voilà, enfin vraiment arrêter avec les arbitres vraiment. Et c'est pour ça que nous on s'interdit d'en parler trop dans l'émission et en tout cas on commente pas les décisions qui sont faites parce que là sur ce match il n'y a pas grand chose à dire quoi. Non, et puis tu perds jamais à cause d'un arbitre, en fait, voilà. Oui, oui en plus. Voilà. Non, mais voilà, parce que là, par exemple, sur ce match, bon, tu vois, c'est pas l'arbitre qui saute en touche, c'est pas l'arbitre qui fait des contres, et c'est pas l'arbitre qui fait une fin de match de merde. Voilà, on y vient parce que du coup pour le coup les décisions que prend l'arbitre, que ce soit en défaveur du coup de Montpellier quand il y a les deux cartons jaunes, mais aussi en défaveur de l'UBB derrière avec la pénalité sifflée sur Cameron et Jefferson Poirot.
Dans les deux cas, c'est très bien expliqué, c'est rationnel, c'est ok, tu comprends, c'est logique. Il y a pas de scandale loin de là. Je crois qu'au stade, ils avaient l'impression que c'est le Montpellierin qui met le coup de coude à Jeff Poirot Ah oui, parce oui. que en fait, sur les écrans, tu vois rien, t'entends rien, t'es à trois pintes et du coup, bah, t'es foudrage. Mais juste avant d'aller sur les réseaux et gueuler, surtout si c'est pour dire en plus des insanités sur les arbitres, juste calmez-vous, laissez passer la nuit, regardez le match et écoutez un peu les explications. Mais du coup, on en arrive à cette fin de match qui est très très mal gérée. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, l'UBB vient d'inscrire un essai par Maxime Lamotte. La transformation n'est pas passée par Maxime Lucu. On est à plus 1. On est à 13 contre 15, donc en supériorité numérique. Renvoi du MHR capté par Bastien Verntaillefer, dégagement de Maxime Lucu. La balle est dans le camp de Montpellier, ballon Montpellier, et là, du coup, le ballon va sur l'aile. Alors, je sais plus qui fait un coup de pied. C'est Vincent, je crois. Ouais, bah, un coup de pied, mais nul à chier. Clairement, le coup de pied fait 3 mètres. Lucu la récupère. Il l'a dans les mains, donc on récupère la balle à la 77e minute. Et Cameron Oki fait un plaquage, tu vois, une seconde trop tard. Vraiment, j'ai re-regardé l'action en me disant, est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que vraiment c'est dans le mouvement, etc. Pas du tout. Enfin, vraiment, là, c'est les deux fils qui se touchent et c'est de l'anti-jeu, quoi. Enfin, il y a pas de doute sur cette pénalité, quoi. Non, en plus c'est vrai que c'est catastrophique parce qu'on a fait le plus dur, c'est-à-dire qu'on a remarqué et en plus on a ce double carton jaune qui fait que t'es à 15 contre 13. Quand on récupère le ballon et avant que Lucu tape, c'est-à-dire que dans la ligne d'attaque, euh, puisque bon il y a de la couverture, c'est-à-dire qu'ils sont tac tac tac, ils doivent être une dizaine quoi. Donc tu peux même penser que tu aurais pu un peu essayer de voir, de porter un peu le ballon pour voir si on pouvait un peu les euh, les déstabiliser. Bon, on fait le choix de ce coup de pied qui est complètement entendable et c'est vrai que là, cette faute, bah, on comprend pas quoi. Effectivement, dans sa tête, il devait se dire, ben, je vais le coffrer avec le ballon, mais en fait, c'est une seconde après quoi. Donc du coup, et en plus après, c'est-à-dire que tu prends la pénalité là où le ballon retombe de mémoire. Donc il gagne encore quelques mètres pour faire la pénal touche. Donc heureusement que c'était un coup de pied de 4 mètres. Mais non, c'est vrai que c'était assez compliqué de faire cette faute à ce moment-là. Je comprends pas. Et encore après, on a encore une chance et on refait une faute Et débile. oui, bah alors Donc ça c'est une chose du coup. Et pour le coup, je trouve que la première faute, celle de Cameron, alors qu'on a récupéré le ballon, il n'y a pas de danger, etc. Alors lui, il peut pas savoir que derrière le coup de pied va être naze parce que tu es dans le mouvement et, euh, ouais, ouais. et du coup tu peux te dire qu'il y a danger, même si à 13 contre 15, enfin tu es loin de ton embut. Enfin bref, je trouve que cette faute-là est moins excusable que la deuxième qui est plus on peut plus apparenter à un fait de jeu, mais même s'il peut se baisser plus. Celle-là, elle est vraiment, elle fait vraiment chier. La deuxième, du coup, pénal touche. Il y a quelques temps de jeu et finalement, il me semble qu'on arrive à coffrer le ballon, en tout cas à récupérer le ballon. Sauf que là, l'arbitre fait. Donc du coup, on en croit avoir un match gagné. Et là, l'arbitre fait appel à la vidéo et il voit que ben, il y a un contact tête-tête entre Tête. Jefferson Poirot et le 23 Montpellierin. Le 23 est pas si bas que ça. Donc c'est vraiment là Jeff qui fait pas l'effort de se baisser. C'est pour ça que c'est mis un fait de jeu parce que ça va très vite, mis quand même une grosse faute parce que il doit se baisser beaucoup plus. Ouais, non, mais c'est ça. Et surtout à ce moment-là, déjà qu'on a fait une faute débile, là il faut faire juste discipline, discipline, discipline et juste défendre. Ils attaquent à 12, à 13. Donc forcément, on est en surnombre, donc on peut même plaquer les joueurs à deux sans problème, sans difficulté. Enfin voilà, il peut pas y avoir de décalage, surtout qu'en plus ils ont pas assez produit pour, ils ont jamais réussi à nous prendre de vitesse. Donc à part monter vite et plaquer bas et faire tomber les mecs, ils avaient aucune solution et il fallait à ce moment-là que Montpellier prenne des risques. Ils attendaient juste cette pénalité et c'est vrai je trouve qu'on l'a offert trop rapidement quoi. Et Poirot ouais, est complètement fautif. La chance qu'il a peut-être, c'est que il perd l'impact physique, donc forcément, un peu comme Diaby, peut-être qu'il n'aura pas une sanction de 3 ou 6 semaines, mais c'est vrai que c'est une faute qui nous coûte le match. Mais effectivement,
je regrette plus celle de Wookie parce que t'es quasiment dans leur camp ou dans nos 40, enfin, Non, ou non, dans t'es dans leur nos, camp, hein. t'es dans leur camp, tu vois, donc t'as rien à faire, quoi. T'as rien à faire. Voilà, c'est vraiment une grosse erreur alors qu'on avait fait le plus dur. Ouais, c'est pour ça que le sentiment sur ce match, au final, enfin, il est positif et puis en fait, tu gâches tout. Et du coup, bah, toute la partie positive que bah, on a quand même analysé avant, parce qu'au sortir de ce match, tout le monde dit oui, on n'a pas le niveau, machin. Enfin, tout le monde. Non, certains sur les réseaux disent on n'a pas le niveau, on est nul, on n'ira jamais en phase finale, adieu les barrages, on va même pas finir dans le top 6. Alors, c'est possible, hein, parce que le calendrier derrière, Oui. on en reparlera, mais toujours est-il que sur ce combat-là, tu as gagné le bras de fer et puis en fait tu te sabordes vraiment tout seul et ça c'est vraiment très très dommage. Voilà, je sais pas si tu avais d'autres points négatifs mais on finissait là-dessus parce que bah, c'est quand même le gros point noir de ce match-là quoi. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, c'est faute bête, la discipline aussi à un moment, parce qu'en deuxième mi-temps, on sentait qu'on commençait à dominer. Tu vois, on commence à dominer les impacts, etc. L'action où Big Ben se fait siffler, on est quand même dans une phase qui est ultra positive, tu vois. Et ça a cassé le truc. Et donc voilà, c'est dommage. Il faudra corriger ça rapidement ce week-end pour bon après j'ai pas de doute. Hein. Je pense que ce week-end on sera peut-être même dans un autre état d'esprit et donc je suis plutôt confiant. Ouais, mais avant de parler de ce week-end, on va faire un petit point sur le classement de ce top 14. Et au classement, bon, c'est pas l'opération du siècle hein, quand même ce qu'on a fait ce week-end parce que le Stade Français a gagné contre Pau, mais Pau prend un point de bonus défensif, il me semble, et que surtout nos amis toulousains ont eu la bonne idée de perdre à domicile contre Clermont. Clermont qui nous passe devant, du coup ils sont 5e, on passe 6e à égalité avec le Racing. Ensuite, 8e, c'est Toulon avec 55 points et La Rochelle avec 54 qui eux espèrent encore, ils ont encore une petite chance d'entrevoir le top 6. Donc il va falloir gagner à minima les deux matchs à domicile, avec le bonus si possible, sachant qu'à domicile, on va jouer Perpignan et Toulon, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, Perpignan et Clermont. Et Clermont en dernière journée, Ouais, exactement à ouais, Chaban. Et on se déplace à Bayonne dans 10 jours, donc après la demi-finale, et à Toulon, du coup, ouais. après une hypothétique finale si on gagne dimanche. Juste pour compléter un peu sur les points, Pau est deuxième avec 65 points à égalité avec Montpellier. Le Stade français, 63 points, quatrième. Et du coup, Clermont, 61 points. Et l'UBB, 60 points, égalité avec le Racing. Mais on est devant eux au point de terrain. C'est la seule équipe hein, contre qui on peut être égalité parce que toutes les autres, en fait, on a perdu deux fois contre Paris, deux fois contre Montpellier, deux fois contre Pau. Donc on n'a pas tellement le choix. Ensuite, faut voir ce qu'on fait à domicile contre Clermont. S'il y a peut-être Toulouse. Ah non, non, Toulouse même pas. Ouais, Je bah alors pense que. Toulouse, ils sont 17 points devant, si tu veux. Il faudra vraiment qu'on gagne nos 4 matchs pour espérer être égalité avec eux, quoi. Pas facile. Et que s'effondre aussi, hein, quand même, parce que bon, pour faire 0 points sur les 4 derniers matchs, ok, ils sont en dilettante et tranquillou jusqu'aux phases finales, mais bon, quand même. Voilà pour ce petit point classement. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe aux actus du club. Et pas d'énormément d'actu cette semaine. Toujours est-il que les espoirs ont gagné. Ça va un peu mieux sur cette phase retour. Bon, après, l'adversité n'est pas aussi dense que sur la phase aller, mais ils sont allés gagner à Colomiers 10-21. C'était l'avant-dernier match de cette phase retour. Le dernier match sera le week-end du 9 mai, donc pas ce week-end. Le week-end suivant, ils restent premiers de leur poule. Je crois que tu as pu, entre deux opérations, tu as pu, de coups de bistouri, tu as pu regarder le match. Ouais, j'ai vu. Alors je l'ai pas vu en direct, mais ouais, non, j'ai vu le match. C'était plutôt un bon match. Le Colomiers est quand même l'équipe la plus forte de cette poule. Voilà, enfin voilà, qui a une vraie, il y a une vraie concurrence. C'est une équipe qui est plutôt complète. Et c'est vrai ils ont fait un très beau match, très très bien dans le combat. J'ai beaucoup aimé les mecs en défense, ils sont envoyés comme des fous et derrière,
Derrière, c'est plus facile hein, quand tu as du Gabriel Born, du Adrien Dro, Laharag, Georgie. Voilà, c'est forcément un peu plus simple quand ils sont tous là. Et, euh, et du coup, bon, ils auraient même pu perdre hein, si il y a Laharag qui fait l'interception à la fin de match pour libérer un peu tout le monde et marquer ce dernier essai qui tue le match à 21-10. Mais il y avait 14-10 à la 82e minute, quoi. Donc voilà, c'est pas un match qu'on gagne haut la main, mais c'était plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé derrière surtout Georgie qui a fait un super match, le Géorgien. Il a été extrêmement impactant. Il m'a attrapé deux fois le troisième ligne. Il a retourné comme une pâte à crêpes, quoi. C'était assez rigolo. Et après, j'ai bien aussi encore Bonne qui était à l'aile au jeu ce week-end et qui a été plutôt très costaud, notamment sur les duels aériens. Et on a vu aussi euh, merde, j'ai oublié. Tic tic tic, le seconde ligne Zapedowski Zapelowski. qui était en troisième ligne. Donc peut-être une information sur les prochains matchs avec la première, si on amène un peu de rotation, parce que vu qu'on n'a plus de troisième ligne jeune, est-ce qu'ils vont tester Zapedowski en 6? Donc à voir. Ok, en troisième, ok, bah, c'est peut-être du coup pour le transformer un peu sur un profil à la Jacobs. Ouais, c'est possible. Donc voilà, il était numéro 7. Bon après j'ai pas regardé dans le détail, mais à mon avis il était côté fermé, donc voilà. Pas impossible, parce que les deux secondes lignes, je crois que c'était Ali Faniti, Oui. donc un pilier, et le Francis Fidjien. Peters. Ouais, voilà, Tout à exactement. fait. Mais ça peut être bien de développer un peu cette polyvalence pour Adam. Ouais, surtout que c'est un mec qui est quand même plutôt mobile. Enfin voilà, il arrive à compenser les courses. C'est pas un second ligne entre guillemets lent, donc plutôt intéressant. Donc voilà, à voir parce que bon, mais quand t'as Jacobs pété, Ipsaïn pété, Gardera pété, Bobby qui est pété, des mecs qui auraient pu potentiellement alimenter l'équipe première. Bon, Jacobs qui lui est carrément intégré à l'équipe première. Forcément, tu vas être forcé de réfléchir à faire basculer alors soit des Palus, soit des Zapedowski en troisième ligne, donc à voir. À suivre peut-être à Bayonne, à Jean Daugé, qu'on retrouvera une équipe un peu mixte comme on pouvait l'avoir à La Rochelle. À voir, on en reparlera la semaine prochaine, en fonction aussi du résultat qu'on fait contre Basse. Et d'ailleurs, on va de suite passer au prochain match. Et du coup, ce dimanche à 16h au stade Atlantique, l'UBB va recevoir, même si on n'est pas vraiment à domicile selon le PCR qui organise la compétition. Toujours est-il qu'on a l'avantage territorial, on va dire, puisqu'on est à côté de chez nous, à côté de Chaban. On va recevoir Basse qui est actuellement deuxième de première chip derrière les Saints de Northampton, chez qui ils ont perdu ce week-end 38-41. Alors ils étaient pas loin de gagner quand même, et ils avaient envoyé plutôt une équipe mixte, c'est ça? Ouais, ils avaient carrément fait reposer tout leur cadre. Donc tu vois les Spencer, Russell, Lawrence, je crois qu'il y avait pas alors peut-être sur le banc Underhill, mais voilà, ils ont vraiment si on regarde, je pense, par rapport au quart de finale qu'il avait fait contre Northampton, je pense qu'il devait manquer quasiment 10 ou 15 mecs, quoi, tu vois. Donc, ouais, ils ont vraiment fait tourner. C'est pas du tout l'équipe qu'on va retrouver ce week-end, quoi. Je crois qu'il n'y avait pas du Toit non plus, Donc ils font un peu le le fameux choix comme Clément. Leinster, le Leinster Ouais, la saison passée de faire souffler les mecs. c'est ça. Ouais. Ils avaient mis leur équipe type la semaine d'avant. Alors, je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était les Queens. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ils ont. Oui, ils Ils- avaient mis. Ah non, attends, j'avais pas le bon match. Oui, c'était contre les Queens. Ils avaient mis 48 points aux Queens à Ouais, voilà. domicile. Effectivement. Propre. Mais effectivement, c'est ça, voilà. Ils ont décidé. Alors l'année dernière, le Leicester, c'était encore pire, parce que je crois qu'eux, ils avaient fait 2 week-ends sans rien, tu vois. Bon. Ouais. Là, ils ont joué. Là, le Leicester, par exemple, là, ils ont peut-être appris un peu la leçon, parce que là, même s'ils ont perdu à Trévise, ils ont mis l'équipe qui va démarrer probablement contre Toulon. Bon, c'est pas un bon signal quand même de perdre à Trévise avec l'équipe type une semaine avant Toulon quand même. Non, mais bon, après, enfin, c'est toujours pareil. Moi, je pense que ça veut pas dire grand-chose, ces veilles de phase Oui, finale, oui, oui. forcément. On sait de quoi on parle. Voilà. Nous, on a perdu aussi. Ça veut pas dire qu'on va perdre. Par contre, ça donne de l'espoir à Abbas. J'ai vu pas mal de
Parce que maintenant, avec Twitter, t'as les traductions automatiques. C'est pratique, ça. Et donc, t'as pas mal de supporters de base qui sont assez contents, enfin, qui commencent à y croire. Après Toulouse, je pense que voilà, ils disaient, putain, il y a deux équipes qui sont clairement au-dessus de nous, que c'était Toulouse et l'UBB. Et là, depuis les défaites en top 14, c'est vrai que je pense que leur, euh, leur chance pour eux augmente. Voilà. Ouais. Ils seront plus confiants. Y a rien de pire que l'espoir, hein. Ça ressemble à quoi l'équipe de Basse? Ça joue? C'est plutôt comme Montpellier? À quoi on peut s'attendre, sachant que il risque de plovioter un peu ce dimanche. Ah, ok. Petit Ah, ça, c'est temps pénible. anglais, clairement. Ben, en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre. Effectivement, si c'est le BAF du championnat anglais ou des derniers matchs qu'on a vus, c'est à l'image du championnat anglais, c'est-à-dire que c'est des formidables attaquants avec beaucoup de lancements de jeu, très très propres, millimétrés, un peu comme du 13 en fait, avec beaucoup de passages à vide, beaucoup de fausses courses. Donc c'est plutôt très agréable à jouer, à voir jouer et ça joue très très bien avec des bons timings, des joueurs qui sont extrêmement solides avec qui ont ce pouvoir en fait de faire des différences tout seul. Nous on connaît Oli Lawrence, Russell aussi qui est un petit magicien. On a le Fidjien, enfin le Fidjo-anglois parce que je pense qu'il est anglais aussi. Koka Nasiga. Tu vois, je me suis mis de côté. Voilà des joueurs qui ont énormément de talent. Par contre, des gros errements défensifs, ouais, forcément comme en Angleterre, c'est-à-dire que c'est un pouvoir d'attaque qui est extraordinaire, mais par contre ils font un peu la grève des plaquages et ils font des montées hyper agressives qui n'ont parfois pas de sens, où ils montent tout seuls. Northampton l'a fait un peu contre nous à Chaban, et on a vu ce que ça a donné forcément. Voilà. Donc si c'est cette équipe-là. Ça va donner un super match et je pense que le fait qu'on ait quand même une défense qui est quand même très solide en ce moment, donc effectivement en attaque je suis pas inquiet, mais défensivement je le trouve très solide, que ce soit contre Toulouse, même Montpellier, finalement on prend que deux essais et c'est deux essais de un peu de pick and go, donc c'est pas la même chose que se faire trouer en fait, et ça je trouve qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Et par contre après en attaque, je pense qu'on aura suffisamment de solutions, ce sera pas cadenassé comme Montpellier. Mais après, moi, j'ai vu le match en Coupe d'Europe contre Toulon, où par contre, c'était pas du tout la même équipe, quoi. C'était beaucoup de jeux au pied, des jeux au pied décroisés, avec beaucoup de duels dans la zone des 15. Je sais que Gaël Dréan a été énormément en difficulté là-dessus parce que justement Gokhan Naziga là, c'est un joueur qui est extrêmement dense et grand et il gagne beaucoup de duels là-dessus. Et c'est vrai ça a été énormément de coups de pied. Après, sur le peu d'action qu'a eu Toulon, ils ont trouvé des solutions assez facilement en attaque. Donc c'est ça, il faudra avoir cette possession de ballon et j'espère que voilà, s'ils sont dans le un peu le hurrah rugby, je pense que ce sera extrêmement favorable pour nous. On sait comment on gère nos contre-attaques. S'ils commencent à faire que des quilles, il va falloir qu'on ait un gros match là-dessus et il faudra probablement que tu alignes des hommes qui puissent répondre là-dessus, notamment Romain Buros. On va aborder le cas, pas le cas Buros, mais plutôt la compo de l'équipe. Est-ce qu'on va avoir du Rayassi en 15? Est-ce qu'on aura du Buros? Déjà, parmi les doutes qu'on peut avoir sur la composition, on a, encore une fois, Ouais. on enregistre mercredi midi, on a la présence de Jefferson Poirot, mais ça, on va l'évacuer, puis on va se dire qu'on va partir sans Jefferson Poirot, parce qu'il y a quand même des Oui, chances qu'il soit suspendu après son carton orange de samedi. Jacobs, je pars du principe aussi qu'il va être out. c'est Mais marrant, je ouais. me dis, Cyril Cazot, peut-être Était qu'il proche. il était proche, donc peut-être qu'il sera là, donc je vais le compter présent. Voilà, puisque je pars quand même du principe le plus positif possible. Et après, derrière, on est quand même parmi ceux qui étaient là samedi, bah il n'y a pas de pépin à déplorer visiblement, même si tu as mentionné l'épaule de Big Ben, mais bon, j'ai assez peu de doutes là-dessus. Alors, je te propose du coup de réinverser les premières lignes et de repartir sur une première ligne qui, la même qu'on avait contre Toulouse,
à la différence près qu'on a Perchaud à la place de Poirot. Ça nous ferait du Perchaud, Lamotte, Sadi, avec sur le banc Boniface, Barlow, Tamifuna. Alors j'ai vu pas mal de discussions sur ce poste de pilier gauche remplaçant, avec, alors nous on disait pour la blague, moi que je voulais voir Taofa. Toi tu disais pourquoi pas Big Ben aussi, pilier gauche, et tu mets Falaté à droite. Bon, je pense que si on est un peu plus sérieux, il n'y a pas tellement de doute que ce soit Boniface. Alors après, non, effectivement, la logique voudrait que ce soit ça. Par contre, j'ai quand même très très peur parce que, alors autant nous, on a probablement l'un des meilleurs impact players du monde, mais je pense qu'il se bat la place avec un autre pilier droit qui joue à basse, qui est quand même Dutoit, le pilier sud-africain. Et je t'avouerai que j'ai un poil peur de voir Boniface Dutoit. Mais bon, force est de constater qu'on n'a plus que Boni à la pile gauche, et c'est ce qui naturellement va se faire. Mais en tout cas, il va falloir qu'on ait le super Boni, quoi. Voilà, parce que ça va être très très compliqué face à un sacré client. Ouais, bah après, oui, ces deux dernières prestations sont pas abouties, clairement, mais sur un match de phase finale comme Mais bon, ça, sur une t'es obligé. demi-heure, il va faire le taf, quoi. Tu peux pas tenter le Big Ben Falaté. Moi, c'est voilà, on l'a tenté trop rarement et ça peut être assez compliqué de pas faire passer un pilier droit, même si c'est plus facile de faire passer un pilier droit à la pile gauche. Nous, on l'a fait contre l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans c'était l'année dernière contre en Ulster, ou c'était il y a 2 ans peut-être. C'était encore il y a 2 ans avec Tatafou. En Ulster, je crois qu'on a Sadi et Big Ben à la pile de mémoire, où on les enfonce en mêlée. Je crois que c'était contre ou Konak. Non, c'était Konak, voilà. Sûrement Connect, ouais. Parce que Ulster, j'ai pas ce souvenir-là. Non, non, c'est Konak Bah, on l'a fait à Bayonne, justement on avait à La Rochelle aussi, et à La Rochelle. Donc bon, vu qu'on avait c'est une Taofa à solution. gauche. Là, mais je pense que ouais, là par contre, on n'aura pas Taoufa, on aura Big Ben Falatea. Mais effectivement, le plus logique, ce serait quand même, pardon, de prolonger, de mettre Boniface quand même. Pardon, C'est excusez-moi. cet effet-là que ça te fait, quoi. C'est fou. Faut avoir confiance Non, non, en Bonny, quand même. non, non, mais c'est un super joueur de rugby, hein. Dans le jeu mouvement que nous on fait quand même, c'est un pilier extrêmement technique. C'est juste qu'il faut qu'il arrive à se dire que c'est pas un super pilier de mêlée et qu'il faut pas qu'il essaye d'enfoncer ses mecs. Voilà. Donc stabilise, tends les pattes, tu fais 120 bars, ça va passer. Voilà. Message envoyé. Je sais pas s'il sera reçu. Deuxième ligne, bah, on repart sur du Palu Coleman. Je pense que il n'y a pas tellement de doute. Est-ce que Bah si si. Cyril Caso est apte, il va rentrer dans la discussion pour faire un Coleman Caso avec Palu en remplaçant. Les tendances quand même sur les derniers matchs où Caso était présent, c'était quand même Palu Coleman sur le pré et Caso sur le banc. Avec du coup pour participer un peu à ce banc un peu destructeur avec du gros porteur et de l'impact physique, ça me paraît pas déconnant, même s'il me semble, je sais plus quel match c'était, j'avais le souvenir d'un Caso qui arrive en remplaçant et qui avait pas fait une grande rentrée, mais s'il Pau. est apte, c'est peut-être le meilleur moyen de le remettre dans le bain. Non mais je suis d'accord. Ouais, c'est à Pau où il a été un peu en difficulté. Mais ouais, pour moi, on peut que le démarrer sur le banc et effectivement entre Big Ben, Caso. Après, je sais pas comment tu as construit ton banc, mais après que du Barlow, etc., tu as quand même un banc très impactant et même très solide. Alors banc en 6+2, et du coup pour la troisième ligne, Cameron Wauquiez, Marco Gazzotti et Pierre Beauchaton comme contre Montpellier. Et sur le banc, comme contre Montpellier aussi, Bastien Vernetaillefer et Thémo Mathieu. Là-dessus, je trouve ça très complémentaire et on a vu l'impact d'un Mathieu et que Vernetaillefer, ça arrive aussi pour ferrailler en sortie de banc. Ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, c'est solide. Vraiment Sur solide. la charnière, Lucu Jalibert, bon là-dessus pas de doute. Alors je vais commencer par les centres, Moefana et Penaud. Là-dessus, là aussi pas tellement de Ouais, doute. pas de doute. Alors sur les ailes, là il va y avoir des questions. En tout cas sur le triangle arrière, Louis Bielbiarré, ça c'est sûr en 11. Moi je pense que Buros sera aussi sûr en 15. Et derrière, le petit doute que je pourrais avoir, mais je pense qu'il n'y a pas tellement de doute dans la tête de Yannick Bru,
est-ce que tu repars avec Huberty qui fait d'ailleurs un plutôt bon match, hein, j'ai trouvé contre Montpellier. Il fait rail, tu vois, il pénalise aussi Montpellier sur un plaquage haut. Enfin, c'est assez positif. Je trouve qu'il a avancé aussi à l'impact. Du coup, moi, j'ai quand même j'aimerais. En fait, mon cœur me dit que un Rayassi peut t'amener un peu ce grain de folie qui peut débloquer un match, mais peut-être plus un match comme contre La Rochelle où tu as du mal, comme contre pardon, Montpellier, je vais y arriver, où tu as du mal un peu à trouver des espaces. Mais contre Basse, peut-être qu'un profil comme Huberty sur l'ensemble de la rencontre, ça peut être plus sécurisant. Et du coup, je garderai Huberty en 14. En tout cas, je pense que Bru va garder Huberty en 14. Par contre, sur le banc, sur ton 6+2, Arthur Retière, c'est évident. Mais du coup, est-ce que tu as besoin de Hugo Reus si c'est pour ne pas le faire rentrer? Et dans ce cas-là, je partirais plutôt sur un Rayassi sur le banc, avec du coup Retière Rayassi. Là où on avait un Retière Van Rensburg l'an passé, la Rayassi, sa polyvalence fait que il peut dépanner au centre, à l'aile, à l'arrière. En fait, je ne vois pas pourquoi on se priverait de ce profil-là. Ouais, et surtout qu'en plus, il est quand même sur des super prestations en Champions Cup. Donc, ouais, soit titulaire, mais effectivement, Pablo apporte quand même une certaine sérénité. Et puis, c'est un peu entre guillemets, le gars sûr du coach, hein, j'ai l'impression. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait cette ligne d'arrière. Voilà. Il y avait peut-être l'interrogation avec Buros, peut-être avec Rayassi, mais sinon, j'ai peu de doutes, quoi. Ouais, peu de doute, c'est peut-être aussi Rayassi il était au repos là parce qu'il avait joué contre La Ouais. Rochelle, donc peut-être qu'il était au repos pour Montpellier. Voilà pour ce match. Tous ceux qui étaient... Ah non, j'ai pas dit, tiens, donc le match sur Stade Atlantique et du coup le speaker. Alors ce sera pas exactement comme à Chaban. Puisqu'à Chaban, on jouait vraiment, comme je disais, à domicile, où c'était du coup Vincent Aubuchou, qui était le speaker et qui, moi, je trouve, avait été un parfait relais sur le match contre Toulouse à l'ambiance mise par les United BB notamment, qu'il avait bien amené de l'énergie et il avait su transmettre en fait et réveiller un petit peu le public à des moments un peu clés. Donc j'avais trouvé ça vraiment super. Mais cette fois-ci, pour les demi-finales, on n'est pas totalement à domicile, en tout cas aux yeux de le PCR. Et du coup, ce sera un présentateur neutre. Alors, pas si neutre que ça, parce que ce sera Éric Dagrand, que les supporters des Girondins connaissent, mais qui a en tout cas comme consigne d'être neutre sur ce match, donc ne pas favoriser l'équipe à domicile. Donc ce sera vraiment une animation complètement différente, mais du coup, va falloir que le stade reste éveillé malgré tout, parce qu'il n'y il y aura pas ces invectives ou ces chants lancés par le speaker. Donc je sais qu'il y a des supporters qui préfèrent quand le speaker est un peu en retrait, notamment les collectifs, les associations de supporters. D'autres qui trouvent que c'est très bien d'avoir un supporter qui permet d'animer un peu le stade, qui peut parfois être un peu spectateur. Toujours est-il que là, sur une demi-finale de Champions Cup, j'ai pas tellement de doute que le stade Atlantique soit effervescent. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'anglais d'ailleurs. Les chiffres n'ont pas tellement été communiqués. En tout cas, ils avaient un quota Ouais. de places réservé. Mais du coup, c'est toujours cool d'avoir des Anglais ou en tout cas des Anglo-Saxons sur les matchs de Champions Cup. C'est un peu ça qui nous fait. C'est un peu ça qui est cool aussi quand tu es aux abords du stade, Ouais. d'avoir un peu un public différent de celui du top 14 habituel. Et on espère ensuite qu'à Bilbao, du coup, moi, mon corps balance plutôt côté Leinster, quoi, parce que tu vas à Bilbao, tu es avec des Irlandais toute la journée, enfin, ça peut être aussi très cool, même si c'est Toulon, on se fera un plaisir d'inviter les copains des causeries de la rade pour faire une Ouais. petite preview, ça peut être aussi chouette. Donc voilà, bonne chance à eux. Ce sera samedi d'ailleurs le match, la première demi-finale, et nous on se Ouais. À rejouera 16h. dimanche 16h aussi. Exact. Voilà pour ce petit débrief de Montpellier. On aurait préféré une victoire évidemment, et cette preview du match contre Basse. Yannou, bonne convalescence Ouais, avec bah ouais. ce doigt fracturé, vissé. Ah oui, Et 4 vis. 4 vis. Ouais, t'es comme De Porter, t'as des vis partout dans le corps. Lui, c'est à l'épaule, lui. C'est ça, ouais.
Je te souhaite une très bonne semaine avant ce match ô combien important pour la saison de l'UBB. Et merci à Ouais. vous tous qui nous avez écoutés jusqu'ici. On espère que vous avez passé un agréable moment malgré le débrief de la défaite. Et on vous dit à très vite. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde!